si je peux faire des ultras comme je le fais, c'est parce que je mange en fait. Le bonheur que je ressens de pouvoir terminer un GR20 sans avoir mal nulle part. Je n'ai pas mal au genou, j'ai pas mal, j'ai rien, j'ai même pas une courbature, tu vois. Je n'ai rien. J'ai rien. Et tu te souviens, au week-end des frappés, je te disais, je peux pas faire plus de 25-30 bornes, j'ai mal au genou. Hello, tu écoutes Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent, et je suis Loïc, son créateur. Ma conviction, c'est qu'on a tous en nous une version un peu frappée de nous-mêmes qui ne demande qu'à se réveiller. Ma mission, c'est justement de tendre le micro à des athlètes, des aventurières, des militaires, des forces spéciales, des entrepreneurs, bref, des femmes et des hommes qui ont fait le choix de libérer la leur. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense qu'on a tout à gagner à s'inspirer de personnes qui ont osé suivre leur propre chemin. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs, irréversibles dans ta vie. Tu es prévenu. Alors, on est bon ? On est bon. Allez, c'est parti. Bienvenue Romain et Esther. Ça fait grave plaisir de vous revoir en personne. La dernière fois qu'on s'est vu, on était au Maroc. Hein. Et ouais. Et Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, ouais, c'est clair. C'est clair. Vous avez bonne mine pour des gens qui viennent de faire... combien t'as dit, Ro ? 190 À la montre 188, 13 500 des plus, 13 500 des moins. Aïe. La puissance Une petite des traversée. GR20. Ouais. Ah, trop bien. Eh ben, écoutez, on va se parler du GR20. GR20 que vous avez fait en 5 jours, du coup. Ouais. Pour la deuxième fois. Deuxième fois. Parce qu'on avait fait une tentative d'épisode l'an dernier quand vous l'aviez fait pour la première fois et on avait une petite galère technique. Donc voilà, je suis très content qu'on puisse le refaire. J'espère sans problème cette fois-ci. Pour parler, on va parler de quoi ? Logistique, orga, prépa. Ouais. Prépa mentale peut-être, galère j'imagine, et beaux paysages. Ouais, pas tant que ça les galères. Hein. C'est vrai ? Le fait de l'avoir fait l'année dernière en 5 jours, on a vraiment anticipé tout ce qu'on n'avait pas anticipé la dernière fois en fait. Excellent. Vous êtes rentré hier au moment où on enregistre ? On est rentré hier soir à 23h. Ouais. Donc vous avez fini hier matin ? Avant-hier. Ouais. Avant-hier soir. Ouais. Ok. On a fait une nuit à Conca et on a repris on avait le vol hier. Trop bien. Les jambes, ça va comment là ? Franchement, ça va. Franchement, nickel. C'est vrai ? Ouais. Ça, c'est ouf ça. Ouais, c'est ouf. Ah, c'est hallucinant. C'est ce qu'on se dit aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un peu sur la genèse du projet. Je me rappelle que la dernière fois, c'était toi qui avais l'idée, Romain, il me semble, du jardin en 5 jours. Ouais. Là, ça s'est passé comment ? Alors peut-être déjà sur la première fois. Pourquoi la première fois ? Pourquoi le GR20 ? Pourquoi 5 jours ? Parce que Esther, elle va en Corse depuis toute petite. Je pense qu'elle est assez attachée à la Corse. Et puis moi, j'avais toujours la petite graine du GR20 en tête parce que c'est quand même un sentier mythique. Du coup, on est trailer, donc on s'est dit en combien de temps on peut le faire. Et j'ai pris les distances, j'ai pris les dénivelés, j'ai découpé. Puis en 5 jours, je me suis dit, franchement, ça va passer crème. Donc ça, c'était l'année dernière. Donc c'est passé. Alors, c'est pas passé crème, mais c'est passé. Ça dépend pour qui. Ouais, quoi que. Ouais. Non. En fait, quand tu fais les découpages et que tu te dis 30 bornes 2005, par exemple, sur une journée, en fait, tu te dis, c'est bon, on est au refuge à 15 heures, quoi. Ouais. Sauf que, en fait, tu peux pas te rendre compte, tant que t'es pas passé dans ces sentiers, du temps que tu peux mettre sur certaines portions, où tu peux mettre 1 heure pour faire 2 kilomètres, quoi. Donc le 30 bornes 3000, c'est pas 4-5 heures de temps sur un GR20. Surtout que c'est pas genre dans ta traversée, t'as une fois 1 heure où tu vas mettre 1 heure où tu vas faire que 2 kilomètres, c'est cumulé. Ouais. C'est dans ta journée, tu peux avoir un moment où pendant 4-5 heures, tu fais 1 kilomètre, 2 kilomètres, quoi. C'est clairement une accumulation de sentiers techniques les uns après les autres qui n'en finissent jamais en fait. C'est ça du début jusqu'à la fin, quoi. Il y a des petites parcelles sympas, mais ça représente moins de 10% du parcours entier. Ouais, c'est vrai que moi je l'avais fait, alors je l'ai fait qu'une fois en entier, en 7 jours. Pareil, je me rappelle avec mon pote Yann à l'époque, on se disait, quand tu regardes les distances et les temps recommandés par le Topo Guide, puisqu'à l'époque on passait par le Topo Guide, je sais plus quand, 2000, on avait dû le faire en 2009,
tu te dis, les topo-guides, ils sont toujours un peu... C'est tu vois, exactement c'est ça. exactement ce qu'il avait fait et en Romain, fait, quoi. Tu as un peu un vas-y. gros ego de trailer Voilà. et tu te dis, mais 5 heures, 10 bornes, 5 heures, mais Voilà. nous, on va en Tu mettre dis, 2, tu vois. exactement, c'est ça. Tu divises par 2, quoi. Et en fait, tu te rends compte qu'avec les randonneurs, t'as pas tant d'écart que ça, en Sur fait. certaines parcelles, avec des ouais. randonneurs aguerris, en fait, t'avances comme eux, quoi. Parce que eux, ils ont des bons bâtons solides, tu vois, ils Ouais. ont le sac qui est chargé, mais en fait, du coup, tu as une bonne emprise au sol, puis tu vois, c'est... Ouais. Ouais, c'est clair. Je suis en train L'écart de est pas si regarder. grand, quoi. J'avais enregistré les temps qu'on avait fait. On avait fait. Alors, je pense que nous, le premier soir, on s'était arrêté à Ortu di Piubu. Vous êtes allé jusqu'à Asco. Premier ravito. Nous, on a triplé systématiquement. En fait, quand tu le Ah, fais vous en avez 5 tout jours, quand tu le fais en Ah 5 oui. jours, tu triples 4 fois et il y a une journée où tu dois en faire 4. Waouh. Ok. Donc, voilà. Et clairement, l'année dernière, jusqu'à la fin du 3e jour, on n'avait pas capté que c'était hyper exigeant de le faire en 5, en fait. Et je me rappelle, le 2e jour, je dis à Esther, 3e jour, c'est un peu la récup. À 15h30, on a le cul dans les vasques. on est arrivé à Vidzavon à 20h45, on a failli pas bouffer parce que tout ferme, en fait. Entre 20h30 et 21h, tous les refuges, les hôtels, ou là où tu peux dormir, les bergeries, tu peux dormir et manger. En gros, à 21h, c'est fini, tu vois. Surtout qu'on n'était pas arrivé au bon endroit. Ouais. En fait, il y a quand même une petite... Il y a toujours des petits trucs que tu sais pas, quoi. On est descendu 3 km plus bas pour aller à Vidzavon, en fait. Sauf qu'avant, il fallait bifurquer pour aller au Monte d'Oro. C'est un hôtel, le Monte d'Oro. Ouais, et ils ne te précisent pas, quand tu réserves sur Internet, que le Monte d'Oro, il n'est pas dans le tout petit village de Vidzavon, mais qu'il est au col de Vidzavon et que c'est à 3 km. Et à 3 km avant, il faut bifurquer à droite. Et ça, en fait, il n'y a pas un panneau où ils te disent Monte d'Oro, tu vois. Et je pense qu'il y a bien 50% qui doivent vivre la même chose que nous, quoi. Moi, je pense, ouais. Donc, tu descends 3 km, tu te rends compte que c'est pas le bon endroit, puis tu dois tous les remonter. Épique. On avait mis 10h50, nous, pour faire 38 km entre Petra Piana et Capanel. Et ouais, mais ça, c'est... Du coup, vous avancez bien, quand même. Hein. Ouais, on avançait bien, mais je me rappelle que la journée, on l'avait fini sur les rotules, quoi. Et nous, on avait fait qu'une journée où on avait triplé. Vous, c'était tous les jours, plus un quadruplage, du coup. En fait, le tournant du GR20 en 5 jours, le nord en 3 jours, si tu es bien entraîné et que tu anticipes, comme on a fait cette année, en fait, franchement, ça passe nickel. Tous les jours, là, on était à 17h, 17h30 au refuge. On partait à 5h du mat. Et cette année, on savait ce qui nous attendait, donc on a pu l'anticiper. Et ça passe très bien. Il y a un tournant... c'est le sud en 2 jours. Et du coup, forcément, il y a une journée où tu dois faire 4 étapes. Et là, ça te fait une journée à plus de 50 km. Je crois qu'on a fait 55, 3002 le 4e jour. Et là, du coup, tu as quand même la fatigue des 3 premiers jours. Et puis, une petite pression, parce que du coup, l'année dernière, on n'a pas réussi à faire le 4e jour, à aller à la bergerie de Basseta, là où j'avais réservé. Et on s'est arrêté à Oshiulu, 10 km plus tôt. Et on est arrivé à 20h30, quoi. Parce qu'en fait, quand tu te dis que 10 km, ça va, tu peux pousser jusqu'à 10 km. Combien de temps on a mis cette année? On a mis, pour faire 10 bornes, on a mis 2h15, je crois. Entre Oshiulu et Basseta. Ouais. Entre Oshiulu et Basseta, on a mis 2h15 pour faire 10 bornes. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu les faire de nuit pour arriver à Basseta. On serait arrivé à 22h30, mais en fait, ils acceptent même plus. Mais on serait pas arrivé, on serait arrivé encore plus tard parce qu'il faisait nuit. Et que les crêtes de nuit et le balisage, il est pas... Tu le vois pas dans la nuit, c'est clair pas? Ouais. Waouh, le GR20. Ok. Alors, je reviens sur la question du pourquoi, mais le 5 jours, c'était quelque chose que toi, Doro, tu avais ancré en tête dès le début. Il y avait un pourquoi 5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 6? Nous, en fait, on n'est pas des randonneurs. Hein. On fait du trail, on aime courir. L'idée d'arriver tôt au refuge à 13h, enfin, tu vois, de faire 1 ou 2 étapes et d'arriver à 13h au refuge, ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. L'idée, c'est de faire des belles journées en montagne, de faire une belle charge d'entraînement aussi, parce que ça reste quand même de l'entraînement, enfin un beau volume sur 5 jours. Donc innocent comme j'étais l'année dernière avant de connaître les sentiers, je me suis dit avec l'entraînement qu'on fait, notre niveau, franchement ça va passer nickel, tu vois.
Après, il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle du GR20 en 5 jours comme si c'était une banalité, quoi. Ouais, ça c'est hallucinant. Enfin, je pense qu'il y a complètement une mode. Enfin, limite, celui qui dit qu'il le fait en 7 jours, t'as limite un petit truc, il le fait en 7 jours. Ouais. Alors, enfin, en gros, c'est complètement... oui, c'est clairement une mode au travers des réseaux sociaux du GR20 en 5 jours. Et en fait, tu vois, tout le monde nous dit, du coup, la prochaine étape, c'est quoi, GR20 en 4 jours? Mais attendez. Ouais. Enfin, Les gens c'est captent quoi? pas. En fait, tu comptes par 1, Ouais. t'enlèves 1 à chaque fois. Non, ça marche pas comme ça. Parce que là, la plupart, j'ai vu sur les stories que tu mettais, Esther, qu'il y avait, enfin, vous étiez avec il y avait d'autres groupes qui tentaient. Ouais, à il y chaque avait, fois, ouais. l'année dernière, et c'est magique, alors ça fait que c'est clairement un truc qui est incroyable sur le GR, c'est qu'au fur et à mesure des jours, tu découvres les équipes qui sont parties le même jour que toi et qui le font aussi en 5 jours pour notre cas. Et du coup, l'année dernière, il y avait 6 ou 7 équipes différentes qui le faisaient en 5. Et puis cette année, il y avait 5 équipes plus, 4 équipes plus nous. Et, et c'est génial parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément les mêmes réservations au refuge. On fait une partie des traversées ensemble. Des fois, on se perd, on se rejoint, on se retrouve. On ne sait pas s'ils sont devant, on ne sait pas s'ils sont derrière. On mange pas tous forcément au même endroit, Ouais, on en mange fait. pas tous au même endroit. Des fois, on se retrouve tous au même endroit. Là, Ouais. cette année, mais c'était juste magique avec tout cela, quoi. On s'est raté beaucoup. Puis d'un coup, on était tous au même Il y a endroit. des endroits où on était tous au même endroit. Et à l'arrivée, on était, à part les 2 Parisiens qui sont arrivés un petit peu après, on était arrivés tous quasiment dans l'heure ensemble, quoi. Et Excellent. l'année dernière, je crois qu'on était 7 ou 8 à Il y partir. avait 7 Je pense équipes. qu'il y a Ouais. 50% de DNF. Je me rappelle, vous disiez- La stat sur le GR20, peu importe. Non, mais des 8. Peu importe le temps pour lequel tu pars, c'est entre 50 et 60% d'abandon. Donc, Ah ouais. les mecs, que ça soit en 5 jours ou en 15 jours, les mecs se lancent sur le GR20 et il y a plus de la moitié qui ça. ne va pas au bout. Ben, c'est fou, sauf que quand tu connais Ouais. la technicité, la difficulté, c'est évident. Ouais. C'est évident. En fait, quand tu es en croix et que tu arrives à un endroit où tu as un accès en voiture, La tentation. la question, elle se pose vraiment, je pense. C'est clair. Et du coup, sur les 8 l'année dernière, je pense qu'il y en a... Il y a une équipe qui a fini en 6 jours au lieu de 5. Il y a une équipe qui a fait que le nord. Il y a une équipe qui a arrêté à Col des Verdets, donc c'est au 4e jour. Il y en a 3-4 équipes qui ont fini en 5. Ouais, et cette année, 100% de finishers. Et cette année, les 5 équipes ont été, ils sont tous allés au bout, quoi. C'est fou, On a failli en perdre un à Et, Bavela. il y avait 2 Parisiens qui étaient adorables, qui avaient 23 ans, qui se sont rendus compte le 2e jour en disant mais putain, dans quoi on s'est lancé, en fait, jamais on pouvait imaginer que c'était ça. Et ils pensaient déjà en fait à abandonner. Et finalement, ben, pareil, on les a un peu tirés, on les a motivés, allez les gars et tout. Et on les retrouve à Bavela. Donc c'est à 17 km de l'arrivée. On va aller voir. C'est qu'à 17 km de l'arrivée. Mais Ah oui, ouais. On va aller Dans mes voir. souvenirs, c'est genre tellement loin encore. Il y en Mais a c'est un qui tellement s'écroule loin. en pleurs et qui dit je DNF, j'arrête là, quoi. J'ai trop mal au talon, je peux plus avancer, tu vois. Et du coup, on a dit non, on va manger tous les 4, on va se poser, on va se détendre, tu vas repartir avec nous et en fait, tu vas regretter toute ta vie Ouais, d'avoir c'est clair. arrêté. Tu peux pas à arrêter là, 17 quoi, bornes, à tu vois. 17 bornes. Même Donc si... tu vas switcher mentalement, mais il n'y a pas moyen, tu repars et tu finis, quoi. Après, attention, hein, 17 bornes, il Ouais, se c'est ça, relançait Ouais, dans, 17 tu vois, bornes, c'est dans annoncé 7 7 heures, quoi. hein. Voilà. Voilà, donc Ouais. en fait, c'est pareil, tu vois, t'imagines, tu peux pas imaginer que de faire 17 bornes en 7 heures, Ouais. nulle part, en fait, tu vois, nulle part. Sauf que là, c'est clairement, là, bon, on a fait quoi, en 4h30, je pense, parce qu'on a couru un peu en descente, mais bon, voilà, 17 bornes, 4h30, tu vois, donc, Ouais. On avait mis 4 heures pour faire les 12 derniers kilomètres. nous. ouais, c'est ça, Ouais, bah, c'est ouais. annoncé Ouais, 5 heures, ouais. tu vois, donc Ouais. vous avancez bien, ouais. Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Esther, sur la perception. Mais je pense que c'est global, tu vois, c'est un peu comme les sujets des marathons, etc. Tu vois, ou maintenant l'UTMB, c'est genre, bah, tu le vois sur les réseaux, donc tu te dis, bah, vas-y, moi aussi, je vais le faire. J'ai vu un gars qui est parti sur le Thor, je sais pas si vous avez vu ça sur Insta, je crois que c'était UpTrack qui partageait son histoire. 23 ans, il est parti sur le Thor sans vraiment d'entraînement, tu vois.
Tu te dis, bon, ouais, là, j'avoue que GR20, 5 jours, si tu l'as jamais fait, tu captes pas, quoi. Tu captes pas. Et nous, à l'époque, donc 2009, quand on disait aux gens qu'on le faisait en 7 jours, ils hallucinaient, tu vois. Personne faisait ça. T'étais en randonnée ou rien, en fait, tu vois. Mais là, de ce que vous disiez, déjà l'an dernier, il y avait quand même beaucoup de gens qui le faisaient en courant, enfin en mode trail. Là, cette année, c'était pareil. Bah, là, il y a du 5, il y a du 7, il y a du 10, Ouais, il y a du tout, 14, c'est il y a de tout, quoi. c'est génial. Tout. Et en fait, plus les gens prennent le temps de le faire, plus le sac grossit. Ah ouais. Et par contre, tu croises des mecs avec des sacs de 20 kilos, mais tu te dis, mais comment c'est possible d'aller se foutre dans des sentiers pareils avec 20 kilos sur le dos, quoi. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont dans leur sac? Enfin, même si tu pars pour 14 jours, qu'est-ce que tu amènes pour avoir un sac de 20 kilos? Moi, ça me... Ah, de la bouffe, tente, réchaud, de l'eau. Après, ça peut se comprendre. Tout le monde n'a pas le budget pour acheter dans les refuges. Ça reste quand même. Ah, moi, c'était ça. Hein. Évidemment. On était autonome en tout, bouffe et tente, tout. Bah oui. En fait, tu peux aussi te dire, bah voilà, moi j'ai envie de faire le GR20. J'ai le budget minimum. Et en fait, dans ta projection, tu te dis, bah je vais remplir mon sac et je vais y aller avec les moyens que j'ai. Mais je pense qu'une fois que tu es sur place, tu te rends compte de « Ah ouais, j'aurais peut-être dû claquer 200-300 balles de plus et prendre la bouffe dans les refuges parce que... » Ouais, surtout que prendre la bouffe, tu vois, s'ils prennent des lyophilisés, en fait, un lyophilisé, ça coûte entre 10 €. Entre 8 et 15 balles, tu vois. Donc, une omelette en refuge, bah, c'est cher pour une omelette, mais c'est 8, tu vois. Tu fais un plat omelette riz, ça doit être 15 balles, tu vois. Donc, c'est quand même kiff-kiff avec un lyophilisé, sauf que tu le portes pas, quoi. Nous, on avait pris 5 lyophilisés pour les 5 matins. Pour les petits déjeuners. Pour les petits déj, parce qu'on savait qu'en refuge, ils n'étaient pas adaptés à la charge. Ils te donnent une demi-baguette, de la confiture et un jus de fruits, c'est pas adapté, quoi. Et quand on a avancé, du coup, au fur et à mesure, et qu'on a juste, en fait, consommé nos lyophilisés, laisse tomber, nos sacs, c'était déjà beaucoup plus léger, tu vois. Mais c'est pas grand-chose, hein, c'est 500 grammes, hein, les 5 lyophilisés. Vous les aviez pesés, les sacs, là, si on rentre un peu dans le détail matos? Ouais, il faisait 5 kg sans les gourdes. Et vous aviez quoi, 1,5 litre d'eau chacun? On avait 1,5 litre d'eau chacun, mais Esther... Non, en fait, moi, j'ai pris 3 flasques de 500. Esther a pris que 2, et puis on a perdu une à l'aéroport. Ah ouais. J'ai perdu ma gourde toute neuve, j'étais deg. Donc, on avait 2 flasques chacun. Sur certaines parcelles, on a pris une petite bouteille d'un demi-litre en plus. Mais sinon... c'est passé, on a quand même pas mal de sources où on peut remplir, quoi. Ouais, on avait une gourde filtrante, donc à chaque fois que tu as de l'eau, tu remplis. Après, vous êtes des gros buveurs, vous buvez combien à l'heure? Romain, oui, moi non. Moi, ouais. Tu bois quoi à l'heure? T'as une idée en activité? J'essaye au moins 500, mais il y a des fois où, tu vois, il y a une parcelle où j'avais pas assez d'eau, j'avais 1 litre pour 4 heures, et là, j'ai un peu séché, tu vois. Ah ouais. Et il faisait, tu vois, sur les crêtes, il faisait chaud, là, j'ai un peu séché, quoi. Là, on a manqué. Mais non, et puis sinon, si je manque un peu entre 2 refuges, après, je buvais beaucoup en arrivant, et du coup, je suis assez sensible à ça. Ouais, moi aussi. Moi, je sais que je suis à genre 700-800 millilitres à l'heure. Il y en avait un des groupes des 5 jours qui suait, mais alors, on dirait qu'à chaque fois, on dirait qu'il était sorti de l'eau, il était trempé, et je crois qu'il avait 5 flasques qui remplissaient à chaque fois, tout le temps, quoi. Il avait 2,5 litres en permanence dans le dos. Ouais. Les sacs, vous aviez quoi dans les sacs, et est-ce que vous avez ajusté des choses par rapport à l'année dernière? On avait quoi? Donc, on avait 2 tenues. Chaud-froid? Non. 2 shorts, 2 t-shirts, 2 paires de chaussettes. Ok. Comme ça, on en porte une, on en lave une, et il y en a une toujours propre. Tu vois, le soir direct, on arrive, on prend notre douche, on lave nos fringues, on les fait sécher. Le lendemain, on met la tenue propre. Et si c'est pas sec, on l'accroche au sac, ça sèche. Et au moins, quand on repart à chaque fois, on a une tenue propre. Okay. Et puis même, tu vois, quand on s'est lavé le soir, quand il nous faut une tenue propre pour pouvoir se changer. Ouais, ok. Donc, on a tourné avec 2 tenues. En chaud, on avait juste une seconde couche technique et une veste imperméable au cas où. Ok.
On avait un sac de pluie pour couvrir le sac si jamais il y avait la pluie, pour pas avoir toutes les affaires trempées. L'année dernière, on avait fait le choix de pas prendre de sac de couchage. Et puis les 2 nuits qu'on a fait en tente, on s'est vraiment gelé. Où on a dû sortir, on avait juste un sac à viande, on a dormi avec la couverture de survie. Faites l'expérience de dormir avec une couverture de survie. Dès que tu te tournes, ça fait... Tu vois, c'est quand même compliqué. Et même, ça tenait pas suffisamment chaud. Hein. Ouais. Non, ça a aidé, mais ça a pas du tout comblé le froid que j'ai ressenti en moi. Moi, ça m'a traumatisé, quoi. Ah non, mais vraiment, c'était hors de question. Je ne partirais. Je me suis dit, je pars pas sans sac de couchage l'année prochaine. Puis cette Donc, année, on a sac de crevé de chaud. couchage, tout le matériel, caméra, fil de recharge, batterie externe, téléphone, une petite serviette, une petite pharmacie, le nécessaire de toilette, un bivouac, moi dans le sac, et puis voilà. Hein. C'est tout. Hein. C'est tout. Quelques, Si, les petits déj. On a pris les lyophilisés pour le matin, toi quelques gaufres et moi quelques gels. Ouais, quelques Genre barres, 2 par jour. Voilà, quelques chacun. barres, quelques gels entre les Ah, c'est refuges. pas énorme. Hein. C'est Non. rien. Non. Non, bah après, c'est Non. full alimentation au refuge, en Ouais. bergerie. On faisait des stops 3-4 fois par jour. Ok. En gros, on part à 5 heures, on fait un stop entre 9 et 10, on mange tout ce qu'on peut, enfin à peu près. On refait un stop vers 13-14 heures pour le repas de midi. Et encore, si jamais, on fait un encas en général. Ouais, un Et on Inca mange le repas du soir. ou un soda, quoi, une au boisson refuge. sucrée. Ouais, par contre, beaucoup de soda. Ah ouais. Ouais, et on n'en boit jamais dans la vie de tous Ah les ouais. jours. Hein. Jamais, 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 jamais. Non, là, c'est... Bah, ça te refait, quoi. Bah ouais. Franchement, clair. clairement... Et du coup, les sacs, ils faisaient combien en volume? 24 litres. Ah ouais, donc ok. Ok. Et vous diriez qu'il y a un truc qui vous a manqué là après 2 fois 5 jours? Est-ce qu'il y a du matos ou Non, Non, par par contre, contre- je pense qu'on partirait encore plus léger. Ah ouais. Ouais. Par Vous contre, enlèveriez quoi? bah, quasiment tout. Ah. Franchement, mais je sais que je me souviens que je m'étais dit la même chose l'année dernière. Bah, tu vois, franchement, la pharmacie, alors c'est peut-être pas ce qui pèse le plus, mais bon, ouais, il faut peut-être une petite bande si jamais. En fait, si t'arrive quelque chose de grave, tu vois, t'es à l'hélico. Ouais. Et si t'arrive quelque chose de pas grave, en fait, t'as pas forcément besoin de grand-chose, tu vois. Non, Bon, on n'avait pas pris toujours, beaucoup. Hein. tu peux quand même prendre un pansement, une bande, le Ouais. strict minimum. Mais c'est vrai que beaucoup de fois, je me suis projetée avec juste un sac de trail. Et en fait, à chaque fois que tu dois relancer, c'est quand même une énergie supplémentaire d'avoir ce sac sur le dos. Alors même s'il n'est pas lourd. Hein. Après, tout dépend de l'objectif, tout dépend de ce que tu veux faire. Mais c'est vrai que Plus franchement, souvent, ouais. je me suis dit, ah ouais, mais si j'avais pas mon sac là. Ah ouais. Moi, le 4e Ouais. jour où c'était la longue 55 3002, j'ai senti le sac, tu vois. Et On a pourtant, j'ai énormément 5 couru, kilos hein. sur le dos, c'est pas grand-chose, mais Ouais. j'avais envie de l'enlever, quoi. On a bien couru la moitié du temps, non? On Ouais. a fait quoi? 14h30 d'activité. Je pense qu'on a couru vraiment au moins la moitié, quoi. Oui, parce que c'est là où il y avait quand même les parcelles les plus roulantes sur le 4e jour, quand tu attaques le sud. 4e jour, c'était quoi les refuges là On est parti de Vidzavon, on est allé à Capanel. Après Capanel, il y a Col des Verdets et tu montes à Prati. Et après Uchulu. Prati au Choulou, ça c'est pas du tout roulant. Et ensuite au Choulou Balseta, tu finis sur les crêtes. On a fait 2 bornes en 1 heure en partant de Ushulu pour finir les crêtes. Ok. Et ensuite, quand tu sors des crêtes, t'arrives sur des sentiers où tu peux un peu plus courir. Oui, mais au final, ça fait 14 heures que tu es sur les sentiers, donc Ouais. tu galères, quoi. Ouais. Et pas de bâton. Moi, je prépare la diag. Ah. Donc forcément. Donc j'ai demandé au coach et il m'a dit par son bâton. Donc c'était le premier entraînement sans bâton. Et moi, j'ai fait 4 jours sans bâton. Je les ai promenés. Je suis la reine pour les promener en général. Et 5e jour, j'avais... Ah, tu les avais avec toi? Mais tu Je les les as avais pas dans le ici. dos, ouais. tout Ah le long. ouais? Ouais, les 4 jours. Et ouais, mais je suis plus efficace, en fait. Main sur les genoux. Vraiment, moi, les bâtons, c'est vraiment au cas où je suis morte HS ou blessée.
Tu vois, en fait, ça peut vraiment me soulager. Et je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit que le 4e jour de l'année dernière, j'étais en croix totale. J'avais des ampoules partout, j'avais plus de pieds, je pouvais plus poser les talons. Et là, du coup, c'est là que les bâtons, ils sont vachement importants pour moi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je les prends au cas où. Et en fait, le 4e jour, nickel. Et le 5e jour, j'ai commencé à avoir mal vraiment, tu vois, sous les pieds où ça commence à être sursollicité. Et j'avais 2 petites ampoules, toutes petites, mais alors bien méchantes sur les extérieurs des talons. Du coup, je pouvais plus trop poser mon talon. Et en fait, avec les bâtons, pour toutes les descentes, c'est parfait parce que je pose l'avant de mon pied. Ah oui. Et en fait, ouais, du coup, ça m'a permis de me soulager mon 5e jour et j'ai fait full bâton tout le 5e jour. Excellent. Mais pas de bâton pour la montée. C'est vraiment pour soulager la douleur, quoi. Ouais, ok. Ouais. Ok. Et toi, du coup, Romain, sans bâton, là, premier entraînement comme ça, Génial. 5 jours. Ah ouais, vraiment? Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est génial. Tu les as pas regrettés Non, pas du tout. Ah ouais? Non, et puis je me souviens l'année dernière où j'ai fait une saison avec des bâtons et où j'ai couru plusieurs ultras où j'avais l'habitude de les utiliser. Sur une sortie où je les avais pas, je me suis dit putain, ça n'empêche sans bâton, c'est vraiment costaud. Je captais qu'il me manquait. Et là de ne pas les avoir, en fait, tu t'habitues, tu rabaisses un peu ton torse vers le bas, tu mets tes mains sur les jambes, t'appuies sur enfin tu peux aussi solliciter le haut du corps. Ouais. Sans bâton et franchement c'est top. Et puis après il y a quand même plein d'endroits techniques où tu dois mettre les mains et du coup Oui, en fait là, t'es plus encombré avec les Ouais. bâtons que sans, tu vois. Toute la partie du Nord, au final, tu vois, on a croisé ceux qui faisaient le GRM en 5 jours, qui en fait étaient accrochés à leur bâton. Mais ça te demande encore une énergie supplémentaire de réfléchir où est-ce que tu vas poser ton bâton, parce que finalement, c'est pas adapté, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que dans le Nord en particulier, ouais, que ce soit en montée ou en descente, en vrai. Peut-être c'est en un peu descente chaud, des quoi. fois, tu vois. Je m'en souviens dans la descente de Caruso c'est après, pour arriver au second. C'est la 2e étape pour arriver au second refuge. Il y a une descente hyper technique, hyper glissante. Je me souviens l'année dernière, j'avais pris les bâtons justement pour avoir 4 appuis au lieu de 2. Ouais. Et puis cette année je les avais pas, c'est bien passé, mais Quand t'as les petits graviers sur les cailloux là, que c'est vraiment comme ça, quand c'est c'est glissant. sûr que du coup tu sollicites un petit peu moins tes articulations, quoi. Et tes quadrilles. Parce que vous les aviez pas au Maroc non plus, hein, tous les deux, je crois. Non. 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 Tu sais, on était organisateurs, on n'a pas couru au Maroc. Ouais. Du coup, ça vous faisait quoi comme journée parce qu'il y a eu 4 jours, donc 4 jours de triplage, un jour de quadruplage. C'est ça. Comment vous avez géré Ça, clairement, on avait le fait d'avoir l'expérience de l'année dernière, ça nous a énormément apporté cette année, où on savait ce qui nous attendait chaque jour et où on a anticipé le timing. Donc, les 4 jours où on a triplé, c'était réveil 4h15, départ 5h. Et c'est magique. Ouais, c'est magique. C'est magique. à la frontale? Non. Non, en fait, c'est quand même pas. En fait, à 5h, il fait déjà jour, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on l'a pas sorti. Tu sais, c'est vraiment le début. T'as pas besoin. Donc, c'est cool. On a la frontale pour préparer les sacs dans la tente au démarrage. Et puis ensuite, par contre, quand on part, on prend pas la frontale. Donc, tu vois, on avait pris 2 batteries en plus au cas où. Tu vois, ça, on l'a porté pour rien. Ouais. Clairement. Ouais. Et même une frontale pour 2, en fait, ça peut on aurait pu. Si on veut jouer sur les... C'est vrai. Ouais. Tu vois, ça, c'est des trucs qu'il faudrait qu'on se note pour l'année prochaine, du coup. Donc, départ 5h, c'est magique parce qu'en fait, à midi, tu as déjà fait une journée, tu as super bien avancé, tu es en avance sur les prévisions, sur ton timing et c'est trop cool. Du coup, tu es confiant, en fait, tu sais que tu seras arrivé au refuge à l'heure et en fait, tu sors de toute une pression qu'on avait l'année dernière où il fallait avancer. En plus, l'année dernière, on avait la pression de ne pas arriver à l'heure, mais on savait pas ce qui nous attendait. Ouais. Là, on savait ce qui nous attendait. Il était midi, on savait que quoi qu'il en soit, on serait à l'heure. Et en fait, c'était pas important pour nous d'arriver à 16h30 ou à 17h. On joue pas le temps, on est là pour kiffer aussi. Donc, en fait, c'était double kiff, quoi, du coup. Et le jour où on a quadruplé, on a fait réveil 3h30, départ 4h30. Ok. Et arrivé à
ce jour-là. Et arrivé, alors tous les jours où on triplait, on est arrivé entre 17 et 17h30, soit à la bergerie, soit à l'hôtel. On a fait le premier jour à l'hôtel. Et l'arrivée, on est arrivé à 18h à Conca. Et le jour où on a quadruplé, on a fait On est arrivé plutôt à Conca, non? 17h45. Ah ouais. Et Conca, le quatrième jour où on a quadruplé, on a fait 4h30 départ et on est arrivé à 19h10. Ah ouais. Et on a bombardé. On a fait moins de pauses que les autres jours. Et on a fait une pause le midi de quasiment 1 heure où on a retrouvé 100% des équipes en 5 jours. C'était vraiment un moment magique. Et c'est vraiment le quatrième jour, c'est vrai. Enfin, si tu suis notre découpage, le quatrième jour, c'est vraiment un tournant parce que tu as quand même une petite certaine pression de ta journée qui est hyper longue, qui est hyper difficile malgré le fait que tu attaques le sud et pour arriver à l'heure, quoi. Pour arriver à l'heure. Du coup, si sur les 5 jours là, est-ce que c'est le quatrième qui pour vous a été le plus gros morceau, que ce soit techniquement, en termes de difficulté et tout, ou c'est juste qu'il était long et c'était pas forcément le plus. Je pense que c'est le seul jour où on est tous les deux arrivés au refuge en disant waouh, alléluia quoi. Et vraiment où les 3-4 derniers bornes, c'est vraiment, je pense, les seules bornes où on disait bon là faut que ça arrive quoi. Ouais, moi les 10 Sinon là derniers. ça fait. Ouais. Mais je pense vraiment c'est je sais pas si tu es d'accord En avec fait, moi. Mais, en fait, le quatrième jour, c'est le seul jour où tu as un peu l'impression d'avoir fait un ultra, tu vois. Ou à la fin, tu vois ce que je veux dire? Ou à la fin, les 10 derniers, tu penses déjà, quand est-ce que j'arrive, quoi. Tu Ouais. vois. quand tu penses à ça en général c'est pas bon quoi parce que sur les c'est long. Mais bon, réparti sur les 5 jours, tu vois, il y a juste ces 10 derniers kilomètres où moi j'ai un petit peu subi. Sinon, les 4 autres jours, mais c'était juste des 10 heures d'activité en montagne et de kiff absolu, quoi. Où tu n'as pas du tout, où tu subis rien, où tu redécouvres ces sentiers incroyables. Mais voilà, tu vois, ce quatrième jour, il y a quand même cette petite sensation d'ultra où tu vas quand même un peu dépasser. Mais moi, je tiens quand même à préciser que c'est un deuxième GR20 en 5 jours. Parce que je pense à tous ceux qui vont se lancer sur un GR20 en 5 jours, qui vont pas forcément ressentir ce que moi je ressens sur ce GR20-là. Tu te souviens l'année dernière, Ah ouais. c'est dans le podcast, tu l'entends, c'est la course contre la montre, Ouais. vraiment. C'est la course contre la montre pour arriver à l'heure au refuge pour être sûr déjà d'avoir une place si t'as pas réservé pour pouvoir manger. Mais c'est surtout qu'en fait, quand tu arrives à 21h, 21h30, tu dois encore te laver tes affaires, préparer, sortir ton sac. Enfin, en fait, c'est vraiment... Et puis, tu te couches, et comme tu as été en activité toute la journée, mais en fait, tu dors pas vraiment, et puis tu dois te relever super tôt. Donc, il faut pas prendre comptant notre expérience, Notre seconde notre expérience. seconde Ouais. expérience. Oui, parce qu'en fait, moi, entre-temps aussi, quand on y allait l'année dernière, j'avais déjà quand même un entraînement trail depuis quelques années. Cette année, j'ai encore probablement progressé, fait du volume. Donc, c'est ce qui m'a aussi permis de moins souffrir cette année. Ouais. Parce que là, dit comme ça semble un peu facile. un peu facile. C'est vraiment pas le cas, quoi. Ne Alors, reproduisez pas ça à la maison. C'est clair. ça l'est beaucoup plus pour Romain. Mais pour moi, quand même, on n'a pas du tout le même niveau. Je suis pas dans la même intensité, quand même. Ouais. Mais je vois bien que, ne serait-ce qu'au niveau de mes pieds, alors mes pieds, clairement, ils étaient beaucoup plus préparés à pouvoir enchaîner. Parce que bon, les ampoules, tu les contrôles pas, quoi. Et les ampoules, ça te flingue. Ça flingue Les tout. ampoules, ouais, ça peut te flinguer ton expérience. Ouais. Tu vois, et là, les ampoules, moi, elles sont arrivées au 5e jour. Et quand on s'est réveillé, hier matin, qu'il a fallu marcher jusqu'au bar du GR20 et mettre les chaussures, mais mes pieds rentraient plus dans les chaussures. Ouais. Donc, tu vois, je me suis posé la question de, ok, là, s'il y avait eu 6e jour, comment ça se serait passé? Parce que j'ai quand même fait tout le retour Conca, Cassis, pieds nus. Ah ouais. Mes pieds avaient tellement gonflé qu'ils rentraient plus dans mes chaussures. Donc voilà, il faut quand même... Ouais.
Il aurait fallu que tu fasses une course genre la Transatlas Marathon juste avant le Gervin. Je la recommande celle-là. Mais non, mais c'est ultra intéressant. Mais du coup, côté prépa justement, après ce que vous aviez vécu l'année dernière, vous avez été vigilant sur quoi en particulier, le volume, le matos, la préparation des pieds, ça a été quoi les focus cette année par rapport à l'année dernière? On a fait l'année dernière, on a fait une année avec des gros volumes, on a couru tous les deux des ultras, on a fait des itinérances et je pense qu'Esther c'était l'année où elle avait fait le plus de volume et moi aussi d'ailleurs. L'année dernière? Ouais. Donc voilà. En fait, un GR20 en 5 jours, moi je le recommanderais à des personnes qui font de l'ultra déjà depuis plusieurs années en fait. Parce que quand tu veux réussir un 100 bornes ou quand tu veux réussir un 100 miles, ce qui va compter, c'est les années d'expérience que tu as dans la discipline et les années de volume que tu as mis en place pour que ton corps ait eu le temps de s'adapter à ces charges d'entraînement, à tout l'aspect excentrique en descente et qui va être nécessaire pour être bien sur l'accumulation jour après jour de cette technicité, de ce volume, et tout ça. Pour pas trop souffrir en tout cas. Pour pas le subir en fait. Ouais. Parce que le but de faire un GR20 5 jours, c'est aussi de rester émerveillé face à des paysages et à tout ce que tu vas découvrir se traverser. Et là, clairement, c'est ce qu'on a vécu, tu vois. C'était vraiment du kiff tout le long, quoi. Mais si tu es sous-préparé, et il y a beaucoup de randonneurs qui partent en 10 jours ou en 14 jours, et pareil, qui ont fait peut-être 3 randos de 3 heures dans l'année, et qui vont se dire, on va faire un GR20, et en fait, tu te rends compte qu'à la moitié de leur GR, ou que le dernier tiers, il y a plus de kiff du tout, en fait. Ouais. Tu vois, ils subissent, et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est d'arriver, quoi. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout eu cette année. L'idée d'arriver, au contraire. Le dernier jour, on repoussait, tu vois. Le dernier jour, le dernier jour, c'était magique. On repoussait l'arrivée, quoi. En fait, toutes les équipes, on est partis quasiment ensemble avec toutes les équipes. Il y en a certaines qui dormaient aux bergeries, la même que nous, d'autres qui étaient 4-5 km plus loin. Et en fait, il y en avait beaucoup qui avaient l'idée, dernier jour, on trace pour finir, tu vois. Et nous, c'était tout l'inverse, en fait. Dernier jour, on kiffe là, tu vois, en fait, on va encore passer une journée en montagne, on adore ça, et puis à la fin de cette journée, on sait que demain on repart pas, tu vois. Donc on était vraiment dans cette optique-là. Parce qu'on savait aussi qu'on arriverait avant 19h. Oui, on était dans les timings. Et on arrivait entre 16h30 ou 20h30, en fait, c'était complètement, ça nous était égal, quoi. Et beaucoup d'équipes qu'on a croisées, donc qui étaient sur la fin, qui le faisaient en 7, en 9, en 10, en 12, tu sentais qu'il y avait plus trop de cette notion de plaisir et que ils étaient flingués par les 10 jours qu'ils avaient passés en montagne et qui voulaient plus entendre parler du GR20 et qui s'attendaient qu'une chose, c'est d'arriver à Conca, tu vois. C'est quand même la majorité, tu vois. Moi, j'ai pas un super souvenir de la dernière longue descente jusqu'à Conca. Pour moi, dans ma tête, c'est interminable, tu vois. Ras-le-bol. Ça l'est, hein. Tu vois, c'est très drôle parce que tu vois, la dernière descente de la Porte de la Délivrance jusqu'à Conca, l'année dernière, donc il était 22h15 probablement. On avait une frontale pour deux parce qu'on l'avait prêtée à notre pote qui n'en avait pas derrière. Je descendais derrière. Romain descendait derrière moi. Et tu vois, c'est une descente un peu technique, difficile. Enfin, vraiment pour la fin, c'est un peu, elle t'achève, quoi. Bon, c'était déjà fini, hein, mais elle te... Et du coup, il y avait des randonneurs qui étaient en haut de la montée. Et j'ai dit, franchement, vous en avez bien pour 20 minutes, une demi-heure. Je dis, je pense que nous, on en a pour 20 minutes. Vous en avez bien pour 30-35 minutes. J'étais là, mais non, mais c'est pas possible. En fait, on en avait pour 10 minutes. Les randonneurs, limite, ils étaient arrivés avant nous. Et en fait, comme j'étais HS, du coup, j'ai ce souvenir que la descente était absolument interminable. Alors que là, on est arrivé, j'étais là, on y est déjà. Et c'était un peu... Voilà, c'est un peu l'histoire de notre deuxième GR20 où le premier jour, on a eu une sensation, on se l'est pas trop dit avec Romain, on n'a pas trop osé, mais chaque portion, on était là, attends, là,
ça avait l'air beaucoup plus court que ce qu'on a Chaque vécu. portion qu'on appréhendait un petit peu Ouais. et qui nous avait semblé hyper difficile l'année dernière, ben, en fait, c'était plus court que ce qu'on avait imaginé. Et on a à peine osé se le dire, tu vois, en se disant, bah attends, si ça nous fait ça tout le GR20, et en fait, c'était exactement ça. Ouais. Ouais. Et chaque portion, tu vois, moi, j'ai des montées où je regardais ma montre. Je dis, mais je suis à 24 au kill, j'ai jamais fait du 24 au kill de ma vie. Et je voyais le sommet, je me dis, mais c'est pas possible sous une chaleur accablante. Ouais, oui, enfin, c'était pas la même montée, quoi. Ouais. Vraiment, c'était pas la même montée. Et tout le GR20, ça a fait ça tout le long et c'est trop bien, quoi. Franchement, le deuxième GR20, voilà, on a vraiment l'impression de l'avoir surfé. Ouais. Ouais. Ce qui en dit long sur la qualité de la prépa, du coup. Et Je sur pense, en la vrai. qualité du coach. Et surtout sur la qualité du coach. Je pense qu'Aster a un très bon coach, effectivement. Ah, mais c'est ça, les filles, c'est pas parce que t'as compris. Vous regardiez un peu, du coup, à combien vous montiez ou pas plus que Bah, ça? oui, moi, j'ai pas regardé ma montre du tout. Ah oui. C'était le beau. Ok. Non, Non, moi ça non m'intéresse plus, pas. Mais voilà, c'est vrai qu'en général, on est. En fait, il y a vraiment aucune notion de performance dans Ouais. la traversée du GR20. C'est vraiment une itinérance, plaisir, où on va redécouvrir des sentiers qui sont vraiment fous, hein, mais vraiment incroyables, de toute beauté et d'une diversité vraiment rare, et d'une technicité les uns après les autres, en fait, ça n'existe pas, cette technicité. Ailleurs, parce que tu peux aller à Beldon, tu as les sentiers techniques, mais c'est pas aussi long en fait, tu vois. La technicité s'arrête à un moment donné, et là ça s'arrête juste jamais en fait. Hier soir, je disais à Romain, mais t'imagines, regarde nos jambes. Regarde, on n'a rien. Ouais. Comment c'est possible d'avoir traversé tout ça Ouais, c'est sans clair. même une égratignure, tu vois? Et je trouvais ça incroyable. Sur les paysages, du coup, c'est quoi les sections qui vous ont le plus marqué, vous? Ah, on n'a peut-être pas les mêmes, mais Vas-y, je t'en prie. bah, là, tout de suite, j'imagine que c'est la même qui te revient. C'est le matin à Basseta, les chevaux, on ne sait pas s'ils sont sauvages ou pas, mais Ah ouais, on a Ah oui, j'ai vécu, vu cette story hallucinant. on a vécu Non, un mais- truc mais de fou quoi. En fait, c'était très drôle. D'un coup, sur le sentier, il y a un cheval, puis en fait, on capte qu'il est vachement sensible à notre présence et en même temps, tu vois, un peu distant parce que, je sais pas si c'est un cheval sauvage ou pas, j'en sais rien, mais il est sensible à notre présence et en même temps un peu distant, un peu, tu vois, un peu hautain. C'est un peu... Et il nous suit un petit peu, puis il galope un peu à côté de nous, puis d'un coup, il disparaît. Il monte sur une colline en hauteur et tu vois, à la limite, on dirait qu'il nous regarde, qu'il nous domine. Et en fait, il finit par réapparaître, je sais pas, 5-10 minutes après. Et il était en train de courser un autre cheval. Mais c'était, je sais pas, majestueux, quoi. Il y avait la petite lumière du matin, les chevaux au galop C'est une scène de cinéma quoi. Ah, c'était fou. C'est trop bien que tu aies pu la capturer. Hein, Ah, parce c'est que- incroyable. Tu l'as vu Et la en story fait, à la Ouais, base, j'ai vu. Romain Incroyable. était sur le point de me filmer et je vois les chevaux et je lui dis attends, bouge pas. Et on a tous les deux pas bougé, puis en fait, il nous court dessus. Ah ouais, si on se décale pas du sentier, on se Ouais, fait ça se voit. défoncer, quoi. Il y a pas une hésitation de sa part, quoi. Et en fait, cette ambiance cette ambiance avec les chevaux et c'était quoi, une espèce de maquis jaunâtre. Enfin, tu vois, c'était fou. C'était fou avec l'herbe verte. La luminosité, il devait être 7h du mat, donc tu vois, la luminosité du matin, le soleil pas encore levé ou à peine. Enfin, Et l'année c'est- dernière, on était passé beaucoup plus tard. Et du coup, en fait, ah oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas relevé, c'est que comme il a plu énormément, le GR20, il était hyper vert. Ok. Tu vois, souvent, des fois, en bas de forêt, t'as de la fougère. Et pareil, avant d'arriver à Basseta, t'as un champ de fougère. Et là, c'était verdoyant, c'était fou. Et justement, cette portion-là, l'année dernière, on l'avait prise à plutôt midi 14h. Et c'était beaucoup plus sec, beaucoup plus aride. Je n'en avais pas forcément un très bon souvenir. C'était un peu la traversée du désert. Donc, tu vois, selon la saison, le moment où tu y passes et l'heure à laquelle tu passes, tout est différent, quoi. Ouais. Ouais. Et là, c'était vraiment splendide, quoi. Donc là, moi, j'ai ça comme souvenir. Bah, après, la montée d'Ascaux, quoi. Ouais, Monte d'Ascaux, c'est fou.
Bon, après, monter d'Ascaux, mais en fait, c'est vraiment difficile de sélectionner. Pareil, tu vois, quand tu arrives lac de Nigno, tu vas à Manganou, tu montes la Brèche et tu vas jusqu'à Petrapiagne, mais c'est juste, c'est hyper alpin. C'est grandiose, quoi. C'est grandiose. Ouais, la montée d'Ascaux, quand tu arrives au sommet et que tu as toutes ces montagnes-là, il y a beaucoup plus de neige. Je sais pas si Moi, c'était on un n'avait peu, pas de neige, c'était ouais. un peu border pour passer. Ah ouais? Ben ouais, les jours d'avant, on avait un peu pas mal de gens qui nous disaient, mais Il faut les il crampons. faut les crampons, quoi. Ah ouais. Sauf que quand tu veux partir en minimaliste, tu vois, tu Ouais, t'as même réfléchis pas les à ce que tu crampons, mets ouais. dans ton sac, quoi. Mais vous avez eu des passages enneigés, hein, j'ai vu. Ouais. Moi, j'avais les crampons. Oui, Romain mais n'en on a avait eu pas. en fait, une semaine plus tôt, je pense que ça passait pas sans crampons. Et là, il y a eu quand même des grosses chaleurs et du coup, la neige, ça avait quand même bien fondu. Et les deux portions qui étaient un peu dangereuses initialement, c'est la montée d'Ascaux et la montée de la Brèche. Pour monter au-dessus du lac des Mélos, ouais. Ouais, c'était Je connais le nom, accessible. du coup. Boya Aye Porté. C'était accessible Boca, sans ouais. crampons. Ok. Je me suis faite reprendre par les Corses. C'est vrai. Et c'est trop dur, les noms corses. Quand tu veux, à chaque Ouais, fois, c'est pas j'oubliais un évident, ouais. C, je mettais un Z à la place du S. Ah, excellent. Ouais, c'est vrai, bah, moi, je l'ai fait il y a très longtemps et j'en garde un souvenir hallucinant. C'est tellement beau, ce sentier. C'est Enfin, l'île en général, mais j'avoue que là, le fait de pouvoir la traverser par les crêtes, là, parmi, c'est Tu peux magnifique. pas imaginer, quoi. Ouais. C'est des décors. Ouais. Et ça change, quoi. Ouais. Ça change de... Puis tu te rappelles de Prati à Uchulu? Tu traverses des crêtes, puis d'un coup, tu traversais des énormes cailloux. Je sais pas si tu te souviens. Des énormes cailloux les uns à côté des autres, mais ça commence net et ça stoppe net. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle pas de ça. C'est d'un coup, tu es dans un champ de cailloux et puis d'un coup, ça s'arrête et puis d'un coup, tu es dans une forêt. Et... Bah, l'étape Prati-Hochou dans le sud, moi, c'est une de mes favorites, quoi. Ouais. C'est pas la plus facile, mais c'est vraiment, tu montes sur les crêtes, c'est vraiment magnifique, quoi. Et puis, tu sais, quand tu montes sur un sommet, que ce soit dans le nord ou dans le sud, tu as la vision en profondeur de toutes les montagnes de Corse que tu traverses au final quand tu fais le GR20. Dans le nord, tu vois Calvi, mais jusqu'à hyper longtemps, tu vois, jusqu'à où on voit Calvi. on était à Ascó, non? Enfin, Non, c'est pas possible. c'est Au sommet là-haut, je crois. si, à Avant Ascó, Ascó, ouais. en haut Ouais, avant la descente. du Monte Cinto, Ouais. tu le vois, hein. Ah ouais? Et du coup, enfin, c'est fou en fait, parce que on était avant d'aller à Calenzana à J-1, on était à Calvi, donc tu vois, et là tu vois, on le visualise, je sais pas à combien de kilomètres on est, mais c'est incroyable. Ouais. Il y a un truc qui était trop bien dans le fait de refaire le GR20, c'est que la première fois, tu pars à l'aveugle, tu sais pas où tu vas, et en fait, quand tu le refais, du coup, tu sais où tu vas. Enfin, après, peut-être pas pour toi. Mais du coup, tu vois les sommets. Enfin, moi, clairement, je vois les montagnes en face et je me dis, ah, je vais là. Ouais. Et tu vois, quand on est arrivé, je vais donner un exemple, mais quand on est à la descente pour aller à Ascó, on descend à Ascó et le lendemain, on repart pour l'étape. Je savais pas, une fois que je serais à Ascó, que c'était exactement à ce sommet-là que j'allais aller le lendemain. Tu vois, je connaissais pas le parcours. Alors que là, tu vois et tu dis, ah ouais, d'accord, je vais là. Et puis quand tu arrives en haut, au Monte Cinto, qui n'est pas vraiment tout en haut de Monte Cinto, tu vois encore la colline, le col que tu vas franchir. Du coup, tu vois le chemin. Et ça, mentalement, c'était pas ça. Tu dirais que ça t'a aidé plus qu'autre chose pour Esther en particulier? Je suis pas dans la projection. Si tu vis dans la projection, si t'es dans la projection dans ce genre de truc, t'es cuit, quoi. Ouais. Ah bah non, mentalement, ça te... Non, mais non, j'aime voir... En fait, je sais, quand tu le vois, ça te semble tellement irréalisable, tu vois. Et en fait, si, tu sais très bien que de toute façon, dans 7 heures, tu seras là-bas, quoi. Ouais. Le jour 2, tu vois, quand il doit être 15h, il nous reste encore 1h30 ou 2 pour arriver au refuge. Quand on se tourne, on voit là où on était le matin.
Mais tu te dis, c'est incroyable de pouvoir parcourir ça avec son corps. C'est Ouais, inhumain. Si on te le dit, tu te dis, mais c'est pas vrai. Tu vois la tu distance que tu as parcourue juste à force de tes jambes. Et en fait, tu vois un pic qui est hyper loin dans la montagne. Et tu dis, ce matin, on était là. Quoi. Ouais. Mais j'ai souvenir de ça, moi, c'était l'étape. Alors, la première fois que je l'avais fait, c'était de Vidzavon jusqu'à. Mince. Tu l'as dit tout à l'heure en plus. De Vidzavon Cabanel au nord. Ah, tu l'as fait du sud au nord La première fois, ouais, c'était de Vidzavon à. Petrapian, Londa, Ouais, l'arrivée, le Mangano. départ, le départ du nord, quand tu pars du nord, tu Calenzana pars de Calenzana, merci. Donc on avait fait Vidzavon, Calenzana, et dans ce sens, je me rappelle de l'étape de Petrapiana à Mangano. Ouais. Quand tu pars, que tu arrives, que tu vois en face de toi, de l'autre côté de la vallée, la brèche où tu vas passer pour descendre à Mangano, Ouais. tu te dis, non mais, Ouais. Ah ouais. vas-y, tu sors Ouais, la carte ouais. en fait, tu te dis, Ouais, c'est ouais. pas là, c'est pas possible, tu vois. Ouais, ouais. C'est impossible Ouais. qu'il y ait un passage Ouais. là-dedans. Et ça m'avait Ça, vraiment c'est un marqué passage, ce truc, tu vois, de te c'est dire. un passage aérien qui est incroyable. Ouais, qui est hallucinant. Ouais. Mais du coup, je vois bien. Et finalement, il se fait vite. Hein. Ouais, et puis bien en plus. Oui, tu passes. En vrai, fait, il tu se fait vite et passes, bien, quoi. tu passes Tu vois rapidement de. Ouais. Mais Ouais, c'est d'un tellement côté à l'autre. alpin que, enfin, je trouve globalement toute la section nord du GR20, tu te dis, mais alors, c'est pas possible, il n'y a pas un chemin là-dedans, tu vois. Ouais, on va pas c'est là-haut quand même. Ouais, Et en fait, tu vas et tu vas bien, quoi. ouais. Ouais. Hallucinant ce GR20. Il y a eu des apprentissages parce que là, depuis le début, où vous parlez beaucoup de finalement tout ce que vous avez appris de la première fois, comment ça vous a aidé pour la deuxième, mais dans votre pratique du trail en général, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises sur ce deuxième GR20 qui pourront vous servir sur d'autres courses? Ah oui. Bah moi, très clairement, c'est la gestion de ton étape en fait, la gestion de ta course. Pour moi, c'est la clé. C'est savoir gérer ta vitesse, ton énergie, manger, 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 manger. Ne jamais laisser un coup de mou arriver parce qu'en fait, c'est tout simplement que tu vas attaquer ton hypo, quoi. Ouais. Et à partir du moment où tu l'as attaqué, tu flingues le reste. Ça, c'est hyper important parce que je pense qu'il y a beaucoup alors je sais pas randonneurs, mais en tout cas de trailers ou de personnes qui débutent dans la discipline, qui trouvent une contradiction dans le fait de faire un exercice physique et de manger, tu vois, où c'est un peu contradictoire de dire en fait tu fais du sport un petit peu pour, tu vois, pour être pour perdre du poids, pour pour être en forme. Et du coup, d'assimiler ça avec manger, ça, c'est souvent pas compatible, tu vois. Ouais. Et en fait, alors que ça soit en ultra ou sur une itinérance comme ça, mais c'est la clé tu vois, de garder un niveau d'énergie constant pour pouvoir avancer sur le parcours où il faut systématiquement se ravitailler, quoi. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu un soir. Je pense qu'il n'y a pas eu un soir où je suis arrivée et je t'ai dit j'ai la dalle, quoi. J'avais pas faim. Ah ouais. Non. Non, mais déjà en plus j'avais mangé toute la journée, tout le long parce qu'en fait maintenant je me connais complètement, je laisse pas du tout la place à 1 heure et demie sans grignoter quoi que ce soit, ça c'est sûr et certain. Mais en fait, non, évidemment, je mange en fait. Alors que oui, très bien, je pourrais me dire, attends, j'ai passé la journée à faire des efforts, si je mange pas ce soir, je vais être sèche, je fais adorer. Non, en fait. Non, ça sera dans un autre contexte, mais pas dans ce contexte-là. Pas dans Ouais. ce contexte-là. Moi, clairement, je pense que ça a changé ma pratique de Mais l'ultra. c'est hein. un sujet Ouais. important, ça, parce que je pense C'est un que sujet on délicat. n'en parle pas Et forcément. moi, j'ai aucun problème à dire qu'en fait, il a fallu que je prenne 5-6 kilos. J'ai clairement changé de corps. Ouais, j'ai dû accepter d'avoir du gras, d'avoir des muscles. T'as vu, du coup, elle est quand même obèse, là. Hein. Mais non, mais franchement, tu sais très bien, hein, mes mollets faisaient la moitié, mes fesses aussi. Non, mais vraiment, ça a été un changement radical dans ma vie. Et au niveau des blessures, je ne suis plus blessée. Alors, je touche du bois, mais je ne suis plus du tout blessée. Et je pense que ça joue à
il y a 80%, non? Mais évidemment. La bouffe, avoir vraiment Évidemment. arrêté de pas manger parce que du coup j'avais fait une énorme sortie, si je mange pas derrière, je vais sécher. Non, en fait je vais manger et je vais réparer mon corps. Alors ouais, j'aurais pas forcément le corps que je préfère, mais ça a fonctionné. Ça, il leur en faut. C'est ultra intéressant parce que je me rappelle la première fois qu'on s'était vu pour le week-end des frappés, on avait parlé de ça, du fait que tu étais souvent blessé, qu'il y avait un peu une distance, t'arrivais pas à passer un cap dans les distances. Et on en a reparlé au Maroc. Le premier jour, on était ensemble sur la première étape. J'ai senti que c'était un sujet sensible, un sujet qui t'intéressait. Mais non, mais parce que c'est vrai, Romain a raison, on n'en parle jamais en fait. Non. Enfin, pas assez, je pense, de l'alimentation dans le sport et des dérives, tu vois, des mauvaises habitudes qu'on peut avoir individuellement, des dérives qui peuvent être liées à des pratiques de sport de haut niveau avant, où il y avait un sujet de perte de poids. Là, c'est plutôt pour moi, ou de perception de son corps, etc. Donc, c'est ultra intéressant que tu le partages et surtout que tu aies changé des choses et tu vois très factuellement que ça a eu un impact énorme en fait. Je suis pas la seule, Romain avec. Enfin, je pense que c'est en grande partie grâce à lui, quoi. Ouais. Mais j'ai mis longtemps, J'ai mis très longtemps. Mais clairement aujourd'hui, en fait, le bonheur que je ressens de pouvoir terminer un GR20 sans avoir mal nulle part. Je n'ai pas mal au genou, j'ai pas mal, j'ai rien, j'ai même pas une courbature, tu vois. C'est Je ouf. n'ai rien. Ça, c'est ouf. Je n'ai rien. Et tu te souviens, au week-end des frappés, je te disais, je peux pas faire plus de 25-30 bornes, j'ai mal au genou. Et c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Si je peux faire des ultras comme je le fais, c'est parce que je mange, en fait. Ouais. C'est parce que je mange avant, je mange après, je mange pendant. Ouais, c'est sûr que là, je reviens du GR20, j'aurais pu sécher, c'est pas le cas. Mais j'ai kiffé. Ouais. Ouais. Ce qui est peut-être l'essentiel. C'est le plus important. Dire. En Ouais. fait, tu sais quoi, ça met. C'est tellement bon pour son ego. En fait, tu t'arrêtes de te regarder le nombril et c'est trop bien. C'est trop bien. Et le sucre alors dans l'alimentation, parce que je fais un peu un focus sur le sucre moi depuis quelques temps là. Vous faites gaffe à quoi que ce soit d'ailleurs dans l'alimentation, dans le type d'aliments que vous prenez ou pas du tout Au quotidien ou en course? Ouais, non, là sur le GR20 puis de manière générale du coup comme. En fait, ce qui est important, juste pour revenir sur l'alimentation, ce qui est important sur un ultra ou sur une itinérance comme ça, c'est que peu importe ce que tu manges, tu vas avoir une perte calorique plus importante que ce que tu vas ingurgiter. Tu vois, sur mon activité à la fin du GR20, c'est 20 000 calories de perte en 5 jours. Je pense que la montre, c'est un indice, mais je pense que c'est encore plus, tu vois. Donc, voilà, si tu perds 5-6 000 calories par jour, peu importe ce que tu manges, c'est quand même compliqué de les combler. Donc, ce qu'il faut, c'est de manger suffisamment pour pas créer un déficit calorique qui est trop important et qui va justement créer des problèmes, des blessures, de la fatigue, un manque d'énergie, tout ça. Donc ça, c'est hyper important sur une itinérance, c'est hyper important en ultra et c'est hyper important pour pouvoir durer année après année dans le temps sur ce genre de distance-là. Après, idéalement, au quotidien, ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée avec un peu de tout. Donc, tu as des apports en glucides, en protéines, en fibres. L'alimentation qu'on a sur le GR20, c'est on fait pas gaffe en fait. On fait pas attention. L'important c'est vraiment de combler cette perte calorique avec ce qu'on tolère, ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien au moment où on en a besoin. Donc j'ai dû boire, je sais pas moi, j'ai dû boire 6 litres d'orangina sur le, tu vois, ou je sais même peut-être plus, tu vois. Après c'est important de pas d'associer le fait que oui, si tu prends du sucre, il faut pas prendre que du sucre, sinon tu t'en un pic glycémique et derrière t'es fatigué. Ouais, donc évidemment, ça, l'apport de glucides est important. Il faut savoir le gérer. L'apport de sucre lent est important pour tenir dans la durée, mais après. Mais oui, après, on s'est fait du fromage corse, de la charcuterie, de l'angina, des omelettes, du riz, du taboulé, des pâtes. C'est sûr, les pâtes. Des canistrelli. Enfin, en fait, il y a tout qui passe, tu vois. Et il y a tout qui passe trop bien. Mais donc voilà.
je pense que ce qui est important, c'est au quotidien, dans l'année, avoir une alimentation équilibrée, saine, à 80%, et garder le plaisir, pizza, burger, les 20% du temps, tu vois, ou autre chose, hein. Et ensuite, sur des itinérances comme ça, c'est essayer de conserver cet aspect d'alimentation saine, mais tu peux croiser avec des sucres rapides ou des boissons ou des sodas qui vont quand même t'apporter de l'énergie, quoi. Bah, après, attention, hein, tu trouves pas ce que tu veux dans les refuges, quoi. Moi, clairement, Oui. si j'avais pu faire riz, taboule et pâtes C'est une tout contrainte. le long du GR20, j'aurais fait que ça. Ouais. Parce que les tucs, les chips, une seule fois, on a acheté des bonbons. Tu vois, je voulais pas tomber dans le truc, parce que si tu commences à acheter des bonbons le premier jour, t'es sûr que... Et en fait, tu fais avec ce qu'ils te proposent, C'est quoi. ça, ouais. Ouais. Parce que En des fois, fonction t'as des rien, refuges. quoi. Des fois, t'as des raviolis en boîte. Enfin, merci, ça, je le prends pas, parce que c'est pour avoir de l'acidité tout le long. Voilà, tu t'adaptes, en fait. Mais pour revenir à la question du sucre, j'en avais pas forcément... tu sais, le sucre appelle le sucre après, hein. Ça, c'est sûr que... Moi, les premiers jours, j'arrive au refuge, je prenais un Orangina. Les 3 derniers, quand j'arrive au refuge, systématiquement, je prenais 2 Orangina. Et je me souviens que le premier jour, j'avais pas du tout envie 2 de rentrer. Orangina, une grande orette. Non, mais tu te rappelles, le premier jour, on n'avait pas du tout envie de rentrer dans le coup du sneakers, du machin. Et en fait, à la fin, je pense qu'à la fin, on était... Ouais. il fallait... Moi, c'était vraiment manger un max. On avait des journées de entre 10 et 12 heures d'activité, tu vois. Donc tu crames. Donc tu crames. Ouais. Tu crames. Ouais. Et puis, en fait, quand tu bouffes, t'as l'impression que ça s'auto-détruit instantanément, tu vois. Il y a pas de stock, là, tu vois. C'est tout de suite consommé, quoi. Je sais pas comment elle calcule les montres, ton burn calories. Ça doit être une estimation, mais je Par rapport pense à quoi, ton poids, ton ouais, rythme poids, cardiaque, taille, mais tu vois, il n'y a pas la perte, enfin, tu vois, la perte... La chaleur. Tu vois, la chaleur, ce que tu perds, la La perte sudation, hydrique et tout, ouais. Enfin, tu vois, je pense que ça va être plus ou moins juste, mais à mon avis, c'est quand même sous-estimé. Ah ouais, tu crois? Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est plus. Et là, tu vois, je te dis, la montre, elle affiche 20 000 calories en moins sur les 5 jours d'activité. Je pense que c'est un peu plus. Sur la PTL, j'étais à 63 000. Et il y avait une des équipes qui le faisait en 5 jours, qui ont fait la PTL il y a 3 ans, qui ont abandonné, je crois, au 174e, où ils se sentaient un peu en danger, en fait. Où ils tu vois, en fait, je crois qu'ils passaient des crêtes, et en fait, avec le manque de sommeil, ils se sont dit tous les deux, en fait, j'ai pas envie de mourir ici, tu vois. Donc, ils se sont dit, le prochain refuge, il est à 5 km, on se fait une pinte, une assiette de charcuterie, puis on rentre à la maison, et c'est ce qu'ils ont fait. Et là, du coup, ils étaient tous les deux, et ils refont la PTL cette année. Allez. Ouais. Et ils se faisaient le GR en prépa, ouais. Ils vont y arriver. Ah, Et putain, ils n'ont pas couru, ils ont pas couru de tout le GR, ils avançaient hyper bien, tu vois. C'est hallucinant. C'est le fameux Romain avec ses 5 litres d'eau. c'est hallucinant comme les bons randonneurs. Et pareil, on a croisé des Corses qui étaient sur les sentiers, où nous, on courait en descente, eux marchaient, et ils étaient derrière nous, tu vois. Ils restaient derrière nous, tu vois. Surpris, Ils restaient derrière nous parce qu'ils avaient vraiment une technique de marche incroyable, tu vois. Et je pense qu'il y a peu de trailers en ultra qui s'entraînent à marcher. Et en fait, c'est fondamental. Parce que sur un 100 miles, tu vas peut-être passer la moitié du temps, selon le parcours et la technicité à marcher. Et une marche rapide, économe, c'est hyper important, quoi. Ouais. J'ai un copain de la PTL, justement, Tom, qui a fait le Thor avec un autre gars, un médecin, je crois. Et lui, son truc, c'était, il voulait faire le Thor sans courir. Et donc, il a fait l'intégralité du Thor, 350 bornes sans courir. Alors, ils étaient pas... T'as un peu ce truc de la barrière horaire pour le Thor des glaciers, tu sais, qui est, je crois, 100... Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 120 heures ou 125 heures. Si tu fais en moins de 125 heures, tu peux aller après sur le Thor des glaciers. Et ils étaient à une dizaine d'heures, je crois, de ça, tu vois. Donc, grosse perf quand même, sans jamais courir. Incroyable. Quoi. Ouais. Donc, c'est ultra intéressant. Ouais, Esther, tu veux dire quelque chose sur le... Non, et probablement moins traumatisant. Ah bah ouais. Tu l'as vu dans mes yeux. Ouais.
Bah ouais, si tu marches tout le long. Ah, c'est sûr. Non, mais dans le temps, tu vois, je pense que. Ah bah ouais, sur 6 jours. Bah, tu réduis l'impact, ouais. Ouais. C'est énorme. Clair. C'est clair. La fatigue, vous réagissez pareil tous les deux quand vous commencez à un peu être dans le dur ou pas forcément? Par rapport à la gestion tu vois, de l'effort, la communication. Elle est trop bien et tout. ta question. Je te laisse répondre, du coup. Manque de sommeil, je suis pas sûre qu'on réagisse de la même manière. Non, mais là, elle parle en dehors, elle parle au quotidien. Non, pas forcément. Bah, au quotidien, moi, j'ai besoin quand même de. En fait, ouais, j'ai besoin de dormir et les fois où je dors peu ou moins bien, ça a un impact direct sur mon humeur, tu vois. Ou C'est quoi sur, besoin de dormir? C'est combien d'heures? Ouais, je sais pas, 7-8 heures, je pense. Quand Ah oui, même. oui, oui, ça, c'est pas 10 heures. Non. Mais, Non, mais je pense que je c'est de suis. vivre avec moi. Je suis ça contraste. beaucoup plus renfermé sur moi-même quand je dors pas que quand j'ai la pêche, tu vois. Et ça, Esther, ça la gonfle un peu, quoi. Après, en ultra ou en course, moi je sais quand je suis normal, c'est pareil, je suis très Replié sur moi-même et j'ai vraiment du mal à communiquer, quoi. Donc non, je pense qu'on réagit pas de la même manière. Parce que toi, Esther, c'est quoi le schéma du coup quand tu commences à être dans le dur, Je fatigué sais et pas, je pense qu'il faut demander à Romain, je sais pas si j'ai la réponse. Bah, peut-être que elle manifeste un petit peu plus ce qui la dérange, tu vois. Ah ouais? Bah oui, tu vois, tes mots, ce qu'elle ressent en fait. Voilà. Son genou, son pied, son ampoule, son sac. Mais je me plains beaucoup? Non. Moi, je parle. Mais Mais elle exprime. Peut-être que voilà, elle exprime, alors que moi, j'exprime rien, et donc on réagit clairement différemment à la fatigue ou à la difficulté, ou quand on est dans des stades difficiles, c'est pas la même. Il y a eu du coup de la tension à un moment donné. Vous l'avez fait à deux, c'est intéressant parce que vous faites pas forcément toutes les ultras que vous faites pas forcément les mêmes ensemble, etc. Donc, non, mais souvent là, il fallait. on s'assiste mutuellement, donc en général on les court pas ensemble, on a fait des courses à étapes ensemble. Mais c'était trop drôle, non? Tout le monde nous a demandé justement. C'est vrai, c'est un sujet. Cette année, on nous a beaucoup posé la question. C'est un sujet qui est rigolo où ils nous ont dit, mais en fait, comment vous faites pour courir en couple? Parce que nous, ça nous paraît complètement impossible, quoi. Ils ont demandé, vous vous disputez pas? J'ai beaucoup moins que dans la vie de tous les jours. Non, on s'est disputé le deuxième jour au départ d'Asco parce que on n'a pas le même niveau, clairement, tu vois. Et du coup, lui, il part en bombe à 5h du matin, ou moi. Mais en fait, le truc, c'est qu'on s'est lancé sur GR20. J'avais fait une énorme prépa pour le Mute pour fin avril. Je considère avoir fait une super course. J'étais trop contente. J'ai adoré ma prépa, j'ai adoré ma course. Et après, j'ai pas du tout ressenti envie de courir. Et alors, pour moi, c'est complètement OK. Je me forcerai pas du tout. Je suis pas du tout. Je ne cours pas du tout pour quoi que ce soit. Enfin, je cours si j'en ai envie. Et j'en avais pas envie. Et il y avait l'arrivée. On a quand même décidé de faire le GR20 5 jours, 3 semaines avant. Donc, quand j'ai su qu'on allait se faire ce GR20, j'ai dit à Romain, écoute, franchement, j'ai pas envie d'aller puiser mentalement parce que je sais ce que ça représente. J'ai pas forcément envie d'aller me foutre dans les calanques, là, des décharges. Il me disait, c'est pas grave, fais à l'envie. Je dis, mais tu penses que ça va avoir un impact sur le GR20? Il me dit, je pense pas. Ça va le faire, tu vois. Du coup, écoute, j'ai un peu repris vite fait rapidement, mais pas non plus comme si tu préparais vraiment un GR20 en 5 jours. Et du coup, en fait, premier jour, musculairement, je sentais que ça tirait, mais bon, c'est normal, en même temps, c'était tellement difficile. Et deuxième jour, on part pour un chantier total où on part pour 1005 sur 4 bornes, un truc comme ça. C'est ça, je crois que le ratio, c'est. 5h du matin. Donc lui, avec ses grandes jambes et voilà, il part en bombe. Je dis rien. Au bout d'un moment, je dis... Tu sais très bien que si tu pars vite, en fait, ça me décourage, moi. Donc, je lui dis une première fois, puis bon, lui, voilà. Et au final, je capte que, punaise, musculairement, mais je paye, mais violent, vraiment violent. En fait, ça marche pas, quoi. Et je sais ce qui m'attend, c'est un chantier. C'est clairement une des parties les plus techniques du GR20, ce qu'on attaque là.
Et du coup, je lui dis, en fait, pendant 3 fois, je lui dis gentiment, gentiment pour moi. C'est ça le problème. Pas gentiment pour lui. Et donc lui, il prend sur lui et je suis dans la lutte et au bout d'un moment, je lui répète en lui disant: «Mais tu crois que c'est parce que je me suis pas entraînée que...» Il me dit: «Bah oui, oui, forcément, évidemment, tu t'es pas entraînée avant de venir». Et là, je me dis: «Mais attends, il m'a dit qu'il y aurait pas d'impact». Donc du coup, là, je dis: «Mais tu vois pas, moi, j'ai besoin de réconfort, en fait, quand je suis pas bien. J'ai pas besoin que tu me dises: "Bah oui, évidemment, tu t'es pas entraînée"». Donc du coup, on s'est disputé un quart d'heure. Et puis après, Ça va, un quart d'heure sur 56 heures Ouais, ça va. d'activité, ça va. et après, je suis pas sûre qu'on se soit disputé une seule fois. Voilà. Et du coup, pour revenir là-dessus, est-ce que tu as bien vu que le fait d'avoir coupé un petit peu plus après ton mute, il n'y a pas eu d'impact parce que regarde comment Donc tu l'as tu avais mangé. encore raison. C'est incroyable C'est ça. incroyable. Regarde comment tu l'as mangé ton GR20 et la forme physique que tu as 2 jours après, tu vois. Donc ça n'a pas eu Du coup, j'arrête d'impact. de m'entraîner. Et c'est hyper important de prendre en considération l'envie et l'aspect mental quand tu fais des ultras, parce que tu as tout l'entraînement physique, mais tu puises aussi mentalement quand tu fais des courses, quand tu fais du long. Et c'est une vraie problématique, à mon sens, d'aller t'entraîner si tu n'en as pas envie, en fait. C'est pas possible. Ouais. Et je pense que si tu veux tenir physiquement, dans le temps, il faut récupérer physiquement des ultras que tu cours, mais il faut aussi récupérer mentalement et s'écouter et avoir de nouveau, ressentir l'envie d'aller courir pour aller progressivement remonter en charge et aller faire des entraînements difficiles. Oui, mais du coup, ce que tu dis, c'est que, en fait, je pense que c'est pas forcément très clair de comprendre que ça veut pas dire, OK, j'ai préparé une course, j'ai une prépa à venir, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, j'y vais pas. C'est pas ça. C'est que du coup, pour ne pas être face à j'ai pas envie de m'entraîner alors que tu es en pleine prépa, ça colle pas. Donc c'est plutôt ponctuer ces courses En fait, dans l'année. dans le cas pour ne pas d'Esther, être dans ton cas, Voilà. elle a fait une super prépa pour le mute, pour le 80 km de Madère, où elle est montée sur des semaines de pic de charge à 100 bornes, 5000 ou 6000 mètres de D+. Elle a fait une super course, et après la course, on a fait 10 jours de récup total, de off, ou une semaine. Ouais, du jour. Voilà. Et ensuite, on a repris progressivement, mais elle avait plus envie d'aller se faire des entraînements difficiles. Donc, je disais, en fait, pas de souci, en fait, tant que t'as pas envie, on reste comme ça. Donc, elle avait quand même conservé un petit foncier, elle allait faire des sorties plaisir, il n'y avait pas d'entraînement spécifique. Et en fait, c'est arrivé jusqu'à 2-3 semaines du GR20 où, elle a fait un petit volume de 30-40 km par semaine à l'envie, mais il n'y avait pas de prépa spécifique. Mais derrière, elle a un entraînement et un foncier qui est présent depuis 3-4 ans. Ouais. Donc, c'est pas significatif de pas avoir préparé un GR20 2 mois avant parce que elle a tous ses acquis déjà. Ouais. Mais si tu pars de zéro, que tu veux faire un GR20 en 5 jours, évidemment qu'à un moment donné, il va falloir se rentrer dedans, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, donc chrono total, tu disais 56 heures, vous avez mis ? Ouais, je sais pas. Après, Un peu on moins, était je crois, vraiment, 55. on est vraiment pas sur une perf. Non, mais ça donne une idée, tu vois. Et on s'arrête dans des vasques prendre un bain, on s'arrête sur des paysages, on arrive à vivre une journée en montagne en kiffant sans se dire faut qu'on fasse ça au plus vite possible. Tu vois. Je pense que on pourrait essayer de décrire rapidement quel est le temps d'activité, quel est le temps de pause. Je pense que en gros, on part à 5h du matin, on avance non-stop avec une intensité jamais dans le rouge ni quoi que ce soit. On s'arrête à peu près 10 minutes, 15 minutes, 10, 20, 15, Ouais. allez, 15-20 minutes, on va 15-20 dire. minutes la première pause. La première pause. 2-3 heures après Voilà. Après, le on départ. s'arrête à peu près 45 minutes le midi. Pour bouffer. Peut-être encore un petit quart d'heure pour le break. Ouais, c'est ça. Et après, on s'arrête, aller 4 fois refaire un lacet. S'émerveiller. 5 fois foutre les pieds dans remplir des l'eau. gourdes. Donc tout ça, c'est des petites 5 minutes. Ouais. Hein. On s'arrête pas forcément au col, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on a un peu arrêté. Tu vois, on arrive à un col, waouh, on continue.
Tu vois, voilà, ça c'est peut-être un truc sur lequel c'est pas parce qu'il y a systématiquement un col, une brèche ou quoi que ce soit. Ouais, mais regarde, en haut de Ascot, on s'est quand même arrêté avec tout le monde. En haut de Capitello, on s'est arrêté avec tout le monde. Ouais, et Petrapian, on s'est arrêté un petit peu aussi pour voir la variante. Ça, tu vois, oui, il y a des moments de contemplation. et Ouais. il y a beaucoup de moments où on rencontre quelqu'un et on discute avec la non, mais personne. ça, Et ça c'est- peut prendre 2 minutes, mais ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes. Et en fait, on n'est pas là, excuse-moi, on va Ouais. partir, tu vois. Ça, c'est un Et ça, c'est sujet des moments, mais incroyable. En fait, c'est que tu as tout l'aspect sportif dans le GR20 et en fait, c'est comme la course à étapes en fait. Et tu as tout la dimension humaine. Mais ça, c'est juste incroyable quoi. C'est-à-dire, déjà, ce qui est magique, c'est que il y en a qui font du nord au sud et il y en a qui font du sud au nord. Donc ça veut dire que tu crois systématiquement des mecs qui font la même chose que toi à l'inverse. Et c'est hallucinant, c'est que tous ceux qui font le GR20, ils sont dans une espèce de bulle où ils ne parlent que du GR20, des étapes, de ce qui leur attend, de ce qu'ils ont traversé. Tout le monde. Tu vois, donc en fait, on est tous dans la secte GR20 et c'est juste magique parce que dès que tu croises quelqu'un, c'est salut, comment ça va, en combien de jours tu le fais, comment tu es, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu t'arrêtes, où est-ce que tu vas bouffer, où est-ce que tu dors. Tu vois, et est-ce c'est qu'on va se retrouver, est-ce est-ce qu'on qu'on va va pas se se ouais. retrouver, se communiquer des infos, Et la tu neige, pas as, la et tu as neige. un échange, une gentillesse, une bienveillance. Enfin, en fait, c'est tout de suite des potes, quoi. Tu vois, peu importe l'âge, peu importe en combien de temps ils le font, peu importe, t'as tout le temps. Enfin, alors, beaucoup ça. Et ensuite, tu as ceux que tu croises qui arrivent à la fin de leur GR20 et qui sont dans le mal, et tu dis bonjour, ça va? Puis il n'y a pas de réponse. Mais majoritairement, tu as quand même les gens hyper ouverts et un échange hallucinant. Et des fois, tu vois, on croise des gens, tu restes un quart d'heure, quoi. Ouais. Tu vois, à échanger. Et ces C'est moments-là, magique, ça. ces Ouais. moments-là, Ouais, mais ouais. c'est tellement riche et fort, tu vois. Ouais. Et c'est des moments qu'on ne vit pas dans notre vie quotidienne. Enfin, tu vois, c'est rare de parler un quart d'heure à un mec que tu croises dans la rue, quoi, en Ouais, c'est ville, tu clair. vois. Ou même à l'entraînement dans les calanques. Ouais, 5 minutes, voilà, Ouais, tu vois, bah en vrai, non. Et ça, tu vois, cumulé, on a dû rencontrer, je sais pas, 200 personnes avec qui on a Ouais. parlé, tu vois. Le lendemain, on est retourné au bar du GR20, donc à l'arrivée du GR20 à Concat, parce qu'on dormait juste à côté. Et du coup, il y avait tous les randonneurs qu'on avait doublés qui commençaient à arriver. Franchement, c'est... 2 jours avant qu'on arrive, on rencontre des gens et du coup, on leur demande en combien de temps ils le font, donc quand est-ce qu'ils arrivent. Et nous, on savait qu'on dormait à Conca, notre arrivée, qu'on allait aller au bar du GR20, parce qu'on avait le taxi qui arrive à 15h et qu'il n'y a rien d'autre, en fait, que le bar du GR20 à Conca. Et donc, on leur a dit, putain, mais trop cool, en fait, après-demain, si on a eu de la chance, on se retrouve, tu vois, après avoir échangé 10 minutes avec eux, on se retrouve à votre arrivée, tu vois. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on a Énorme. retrouvé des gens qu'on avait croisés il y a 2 jours. Ouais. Et pareil, ça crée des liens, c'est hyper enrichissant. Ah, ça donne envie de le refaire, hein. Ça donne envie de le refaire à vous écouter là. Justement, en parlant de refaire ou de se lancer sur le GR20, ça serait quoi vos conseils, peut-être en guise de conclusion pour des gens qui nous écoutent et qui du coup envisagent de le faire l'année prochaine, par exemple, que ce soit la prépa, le matos, l'approche? Je t'en prie. Je t'en prie. Alors, moi, le premier conseil, c'est de ne pas faire l'erreur de prendre le parcours, de le diviser en jours et de se dire 30 bandes 2000, ça va. Tu vois. Même si tu as l'habitude même si tu es trailer ou ultra trailer et je pense qu'on a tous je pense qu'on fait tout ça et qu'on se dit tous bon ça va, tu vois, c'est costaud mais ça passe. Et en fait, je pense que ça passe pas pour beaucoup de monde, tu vois. Ouais. Donc vraiment, il faut prendre conscience que les distances et les dénivelés sur le GR20, c'est pareil nulle part, quoi. Ça, c'est la première des choses. Je pense que ce qui est hyper important, c'est peu importe si tu le fais en 5 jours ou en 15 jours, c'est vraiment d'avoir un sac de moins de 10 kilos, quoi. Parce que ça a un impact trop important sur ton GR si tu fais 12, 15, 20, quoi. Bah, de toute façon, c'est simple, c'est ce dont tout le monde parle sur les sentiers et à Exactement. l'arrivée du Ah ouais, GR20. le poids du sac. Ouais. Ouais. Tout le monde, peu importe
Enfin, en général, plutôt du coup randonneur, parce que le trailer, il est quand même assez light. Mais ouais, c'est quand même systématiquement, c'est mon sac, quoi. Ouais. Souvent, les randonneurs qui ont 15 kilos, Et ils nous voient passer, ils nous voient nous doubler, et ils nous Ah disent ouais. ah bah ouais, vous, c'est facile avec votre sac léger. Tout est relatif, mais en fait, Ouais. nous avons pris la décision de partir avec rien. Enfin, on est. Je Ouais. pense que les sujets GR20, c'est les 3 sujets. Je pense que c'est ampoule, sac et physiquement pas prêt pour encaisser ça. Ouais. Il y a un autre sujet. Il y a un autre sujet, c'est et toi, tu fais en combien de jours? Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui ressort systématiquement. Arrêter d'associer le jour à l'ego et à la performance et kiffer ce que tu fais, que tu le fasses en 5, en 6, en 7, en 9, en 12, en 14. Être juste OK avec ce que tu fais et savoir pourquoi tu le fais, en fait. Ne faites pas un GR20 en 5 jours pour dire: «J'ai fait un GR20 en 5 jours». Ouais. Vous allez souffrir, quoi. Tout le monde enfin, vraiment, c'est en vrai, en 5 jours, en 6 jours, ça change quoi, en fait? En fait, c'est comme une diag, hein, tu vois. Tout le monde, ouais, tout le monde. Qui a énormément de. Enfin, en fait, tu fais une diag en 24 heures. Donc, les élites bouclent la diag en 24 heures. Et la barrière horaire, c'est 66 heures. Une fois que tu as fait la diag, ben, tu te dis, mais en fait, le mec qui a fait 66 heures, il a presque plus de mérite Ouais, c'est que clair. l'athlète élite qui l'a fait en 24, en fait, Ouais. tu vois, parce que le mec a passé 3 nuits dehors, et quand tu connais la technicité des sentiers, tu te dis, mais pouah, en fait, c'est monstrueux. Donc, en fait, déjà, de boucler un GR20, que ça soit en 30 heures, c'est le record, 30h26, je crois, en 30 heures ou en 15 jours, c'est déjà monstrueux, tu vois, c'est déjà monstrueux. Et après, en fait, ben voilà, c'est juste que chacun le fait comme il en a envie. Et nous, sur les réseaux, on a eu des commentaires en 5 jours, mais quel gâchis, vous n'avez pas le temps de vous émerveiller. Mais en fait, c'est pas du tout, tu vois. Enfin, c'est pas. En fait, on passe 14 heures dans la nature par jour. Comment tu veux qu'on s'émerveille pas, tu En vois, fait, c'est pas vrai. Tu vois. attends, en fait, toi, tu parles d'émerveillement visuel, mais en fait, chacun vient chercher ce qu'il a envie Exactement, de tu venir vois. chercher Voilà. sur le GR20. Moi, je m'émerveiller face à un paysage, ouais, par moment. Mais en fait, des fois, je passe à côté de paysages splendides. Je m'en tamponne, en fait, ce que je m'émerveille face à l'effort que je suis en train de vivre physiquement, ce que je suis en train d'accomplir. En fait, je vais pas sur le GR20 pour m'émerveiller des paysages, en fait. J'ai plein de choses à vivre Ben, différentes. pas que en tout cas. Ouais, voilà, Évidemment pas que. que. Mais tu vois, moi, si on me Et proposait de faire un GR20 en 14 jours avec un sac de 15 kilos, ben, j'y vais pas en fait, tu vois. Parce qu'on va arriver au refuge à 13 heures, on va faire quoi? On va boire des pintes au refuge, tu vois. Donc, en fait, c'est juste, il n'y a pas de jugement dans en combien de temps tu le fais, comment tu le fais. C'est, tu vois, libre à chacun de le faire comme il en a envie. Et puis, c'est cool, en fait, tu vois. C'est quoi la suite du coup? Parce que comme je sais que Romain, t'es le spécialiste de. On vient de finir le GR20 en 5 jours, 2 heures après, on trouve un nouveau défi. Tu te rappelles ce qu'il m'a fait faire l'année Ah dernière? bah, je me rappelle, ouais, c'est pour ça que je pose la question du coup. Qu'est-ce qu'il a Ben, on qu'il a va faire inventé, là l'Everest la semaine prochaine. Ah ouais, l'année dernière, il m'avait envoyé faire le tour du Beaufortin 3 semaines après. Et en fait, mais j'ai vécu l'enfer de ma vie. Tu vois, pour le coup, vraiment, j'ai vécu l'expérience de OK, coup sur coup, ce que ça donne. Donc en fait, je suis partie sur le Beaufortin jour 1 en me disant bah ça va passer. Je suis juste un peu cramée, ça va passer. Et ça, j'ai jamais passé. J'ai subi chaque kilomètre. J'ai pas parlé, j'ai détesté, j'ai pas du tout envie de retourner dans le Beaufortin, quoi. Je me suis pas plaint, Je hein. t'avais fait une surprise. Franchement, j'ai subi, j'ai détesté et je me suis vraiment demandé ce que je foutais là. Et du coup, je voulais pas aller faire la CCC, quoi, qui m'attendait un mois plus tard parce qu'en fait, je prenais plus Pas de plaisir. aucun plaisir. Ouais, j'ai Ouais. un peu sous-estimé la période de récupération. Excuse-moi, ma chérie. Ouais. Donc Donc là, il n'y a rien dans les cartons. Si, la Si, suite, si. moi je vais courir le Verbier UTMB, le 70 bornes dans 10 jours. Ok. Esther refait la CCC. Du coup, Donc je là, me relance dans une Elle grosse va prépa récupérer là. un peu. Et puis ensuite, on va faire une prépa spécifique pour faire un sub 20 sur la CCC. Elle a fait 23 heures l'année dernière, c'est ça? Ouais. 22h50.
Et puis, et ensuite, moi, c'est la Diag en octobre, donc j'ai volontairement pas calé, j'ai juste fait un 100 bornes au mois de mai, et je fais le 70 au mois de juillet, et j'ai volontairement pas calé d'autres dossards. Jusqu'à la Diag, je ferai peut-être une course en début septembre ou pas, mais j'ai vraiment envie d'arriver avec une fraîcheur physique et mentale incroyable parce que je sais à quel point tu vas appuyer sur cette course. Donc, je vais faire des gros blocs cet été. Mais voilà, pas de 100 miles, pas d'autres 100 miles cette année que la Diag pour faire la course que j'ai envie de faire. Trop bien. Eh ben, merci à tous les deux. C'était passionnant d'en apprendre plus là, sur ce deuxième GR20. Franchement, ça me donne envie. Ça m'a replongé dans des souvenirs de fou. C'est vraiment une expérience de vie hors norme. Hier, on était dans la voiture, on arrivait à la maison et Romain il me dit mais en fait, j'ai déjà envie d'y retourner avec toi. Du coup, je lui ai dit on y va en septembre. C'est la bonne période. Pour faire un bloc avant. Il m'a dit non, pour faire un bloc avant ta Diag. Septembre, moi j'y suis allé en septembre. C'est Alors, vrai sur des bouts de GR20, la troisième fois, vers le lac de Nino et tout. Là. Non, peut-être plus tard, octobre. Bon, les refuges étaient fermés et tout, mais par contre, les paysages, rien à voir. Quand tu es dans les couleurs de l'automne et tout, c'est encore un autre pays. C'est hallucinant. C'était trop, trop beau. Voilà, on a fait les 2 fois fin juin. Ouais. Et c'est vraiment top aussi, parce que du coup, le soleil se lève à 5h et puis ça se couche à 21h, quoi. Donc, tu peux vraiment être toute la journée en montagne. Et puis, on n'a pas eu une goutte de pluie, quoi. Ouais. Et puis, il a pas fait si chaud que ça. Enfin, il a fait chaud, mais si, il a fait chaud les 2 derniers jours. Il a fait chaud. Après, je pense que dans ce genre de périple, tu captes plus rien, quoi. Chaud, pas chaud, mal, pas mal, tout fait mal, quoi. Donc, si tu commences à associer du négatif à quelque chose, t'es cuit. Trop bien. Eh ben, merci à tous les deux. Merci à toi. À une prochaine. Avec plaisir. Évidemment. Ciao, ciao.